Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire placementdirect.fr consacré cette fois-ci à la fiscalité de l'assurance vie et la fiscalité en cas de retrait, la fiscalité en cas de décès. Nous sommes ensemble pendant environ 35-40 minutes et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre directeur général Gilles Belloir. Bonjour Gilles. Bonjour Henri, merci de me recevoir. Avec plaisir. Bonjour à tous encore une fois. Aujourd'hui, nous avons 35-40 minutes, comme je l'ai dit, pour faire cette présentation. Nous avons eu beaucoup de questions, comme à chaque fois. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais sachez bien que les questions qui n'auront pas pu être traitées lors de cette présentation, nous vous reviendrons par mail d'ici les prochains jours, de toute façon. Alors, je vous propose que l'on débute cette présentation. C'est une slide, la suivante, pour vous, Gilles, consacré un petit peu au marché de l'assurance vie, c'est pour se mettre un petit peu dans les clous de la présentation. Voilà Henri, tout à fait. Donc l'assurance vie qui est un placement plébiscité par les Français. On a coutume de l'appeler le placement préféré des Français avec 18 millions de souscripteurs et 144 millions de collectes en assurance vie en 2022, selon les derniers chiffres de France Assureur, et une masse d'épargne d'un peu plus de 1800 milliards d'euros à fin d'année 2022, donc une masse d'épargne considérable placée par les Français dans ce support traditionnel qui accompagne les Français depuis de nombreuses années et qui rencontre toujours un fort succès. Un fort succès dans la mesure où c'est vraiment un placement en couteau suisse, un placement qui permet de répondre à une multitude de besoins que chacun peut rencontrer tout au long de sa vie. Alors, on vous a résumé ici les principales raisons de souscription d'un contrat d'assurance vie. La première étant essentiellement de constituer une épargne. Le sujet en général des Français est de faire face à l'avenir, sans avoir nécessairement de projet précis, d'être en mesure de constituer un bas de laine au fur et à mesure de sa vie, dans une optique de valorisation. Donc, valoriser son épargne, c'est-à-dire créer des revenus supplémentaires issus de son épargne, par la valorisation, par le placement sur différents supports, que l'on parle du traditionnel fonds en euros de l'assurance vie, qui permet d'avoir cette garantie en capital qui est recherchée par beaucoup d'entre nous, mais également des unités de compte qui permettent de diversifier son épargne et potentiellement de la placer sur le plus long terme, dans un objectif également de valoriser ses revenus, de compléter ses revenus, notamment en préparation de la retraite, et au-delà de cette échéance-là, de pouvoir transmettre à ses proches avec des avantages qui sont vraiment uniques et sur lesquels on aura l'occasion de revenir un peu plus tard. Merci Gilles. En effet, la transmission, on la verra en deuxième partie de présentation. Une première partie consacrée à la fiscalité des retraits. Alors, vous le savez, l'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale, une enveloppe de capitalisation, c'est-à-dire que la fiscalité n'intervient que lorsque vous effectuez un retrait. Tant que vous ne retirez pas les fonds, il n'y a pas de fiscalité. Et bien sûr, seuls les gains compris dans un retrait sont fiscalisés. Les versements, ce qui correspond à du capital, ne sont jamais fiscalisés. Enfin, il faut bien avoir aussi en tête que la fiscalité de l'assurance vie devient encore plus avantageuse lorsque le contrat d'assurance vie a plus de 8 ans, parce qu'il y a un abattement. Vous avez en dessous un tableau qui résume la fiscalité, et à droite notamment, on parle de l'abattement. Cet abattement est très, très important. Il est de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple marié ou pacsé. Ça, c'est très, très, très avantageux, et c'est un abattement annuel, donc il revient chaque année, et c'est un abattement sur les gains, ce qui veut dire que vous pouvez retirer en fait beaucoup plus. Et ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que le mécanisme d'imposition des retraits en fait a évolué. En 2017, on a eu l'intégration de cette fameuse flat tax, vous savez, de 30%, qui est composée de 12,8% de prélèvements fiscaux et de 17,2% de prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux qui sont très forts aujourd'hui, depuis 2018 à 17,2, c'est considérable. Donc, il faut bien avoir en tête, on l'a séparé dans le tableau que vous avez sous les yeux. La partie verte, au-dessus, ce sont les versements effectués avant le 27 septembre 2017, donc avant la flat tax. On avait une notion de temps
et de fiscalité selon l'ancienneté du contrat qui était un peu plus subtile qu'aujourd'hui, puisqu'entre 0 et 4 ans, on avait l'imposition à l'impôt sur le revenu ou le prélèvement forfaitaire libératoire de 35% et plus 17,2 de prélèvements sociaux. Entre 4 et 8 ans, la même chose, sauf que le taux de 35 passe à 15%. Et au-delà de 8 ans, on est à 7,5%. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, avec la flat tax de 30%, avant 8 ans, la fiscalité d'assurance vie s'est en fait adoucie. Et après 8 ans, vous avez, selon les cas, c'est un petit peu plus subtil, mais soit un taux forfaitaire de 7,5, soit un taux forfaitaire de 12,8. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est uniquement une notion fiscale, les 8 ans. Hein. Votre argent n'est jamais bloqué. Vous pouvez souscrire un contrat aujourd'hui, faire un rachat partiel ou un rachat total demain. Il n'y a aucune contrainte là-dessus. C'est uniquement une maturité fiscale de 8 ans pour avoir la fiscalité la plus douce au moment du retrait qui compte. Alors Gilles, il y a le cas particulier des prélèvements sociaux. Vous allez nous en dire un peu plus. Exactement. Les prélèvements sociaux qui, en assurance vie, comme dans la plupart des cas, ne peuvent pas être évités. On ne peut pas échapper aux prélèvements sociaux sur les gains. Alors, effectivement, le taux dont on parle s'applique sur la totalité des gains et s'applique quel que soit le support de l'assurance vie. Alors, la différence existe néanmoins entre l'application des prélèvements sociaux sur le fonds en euros et sur les supports unités de compte. Sur le fonds en euros, en fait, les prélèvements sociaux sont pris finalement sur votre plus-value, sur la participation au bénéfice que vous attribue l'assureur chaque année. Hein. Donc, à chaque attribution de participation au bénéfice depuis 2011, les prélèvements sociaux sur cette participation au bénéfice sont retenus, dans le jargon, on dit au fil de l'eau. Voilà, alors que sur les unités de compte, les prélèvements sociaux, dans la mesure où les unités de compte ont une valeur qui varie, hein, à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des marchés financiers, ces prélèvements sociaux ne sont pris que lors des retraits. Donc voilà, c'est un point important à avoir en tête. Prélèvements sociaux, qu'importe l'âge du contrat, hein, ils sont retenus sur le fonds en euros lors de l'inscription en compte des plus-values, de la participation au bénéfice, alors que sur les unités de compte, ceux-là sont retenus uniquement au moment des retraits que vous pouviez effectuer sur votre contrat d'assurance vie. À noter une petite particularité sur les contrats qui relèvent du statut épargne handicap, pour lequel les prélèvements sociaux ne sont retenus que lors du décès, et qui d'ailleurs bénéficient d'une exonération au moment du décès du souscripteur. Merci Gilles. Alors, cette fiscalité, vous l'avez compris, elle est un petit peu compliquée lors du rachat. Elle est très avantageuse, mais il faut malgré tout, comme elle est subtile, il faut essayer de bien la maîtriser pour en profiter à plein. Alors, on vous a présenté ici quelques exemples de rachat partiel, de rachat total sur des contrats qui ont moins de 8 ans, sur des contrats qui ont plus de 8 ans. L'idée, c'est d'essayer de vous montrer en quoi la fiscalité est avantageuse et surtout de vous permettre un petit peu de vous y retrouver plus facilement. Alors, si on commence avec l'exemple numéro 1, un rachat total d'un contrat qui a moins de 8 ans, ici, on part du principe que le versement, c'est un versement unique, un contrat qui a été ouvert en 2020, sur lequel a été versée une somme de 9 000 euros. Au moment du retrait, le contrat vaut 10 000 euros. Alors, c'est pas compliqué, vous allez comprendre très vite. Hein, sur ce contrat, une valorisation de 10 000 euros, il y a donc 1 000 euros de plus-value. Le contrat était à 9 000 au départ, il a 10 000 aujourd'hui, il y a 1 000 euros de plus-value. La fiscalité, si vous faites un rachat total, eh bien, ce sera donc la flat tax, 12,8% de prélèvements fiscaux plus 17,2% de prélèvements sociaux sur la base imposable qui concerne que les plus-values, donc sur les 1 000 euros. Donc, la fiscalité totale, ce sera 300 euros. Vous faites un rachat total donc, de ce contrat-là. Vous retirez donc en net 9 700 euros. Si maintenant, on prend le même contrat, donc c'est l'exemple numéro 2, mais avec un rachat partiel et non plus un rachat total, toujours sur un contrat qui a moins de 8 ans, ouvert au même moment, donc versement unique de 9 000 euros, valorisation du contrat aujourd'hui 10 000 euros, il y a toujours 1 000 euros de gain. Là, on va déterminer quelle est la part de gain dans le contrat. Donc, 1 000 euros sur 10 000 euros, vous comprenez facilement qu'il y a 10% de gain dans ce contrat d'assurance vie. Vous souhaitez retirer 5 000 euros. Donc, dans les 5 000 euros de ce rachat partiel, il y aura toujours 10% de gain. On conserve les mêmes proportions. Donc, il y aura 500 euros de gain sur ces 5 000 euros. Et donc, sur ces 500 euros fiscalisés, donc la base imposable, on appliquera là aussi la flat tax de 30%, ce qui revient à prélever 150 euros au total. Et donc, le rachat net partiel sera de 4 850 euros sur ce rachat partiel. Et Gilles, voilà, oui. numéro 3. Ouais. Et ce que l'on voit effectivement, c'est qu'on a déjà un avantage
intéressant finalement hein, à placer dans l'assurance vie même avant 8 ans, tout en bénéficiant de la liquidité, hein, il faut le rappeler, la liquidité de l'assurance vie à tout moment. Hein, vous pouvez à tout moment effectuer un retrait sur votre contrat d'assurance vie. Ce que l'on va voir dans l'exemple 3, c'est qu'en revanche, vous avez un intérêt à conserver votre contrat d'assurance vie au-delà de 8 ans hein, et à effectuer des retraits à ce moment-là sur un contrat d'assurance vie âgé de plus de 8 ans. Par exemple, quand on a pris pour illustrer ce cas, c'est le cas d'un contrat donc, qui a plus de 8 ans, qui a été ouvert en 2012, hein, donc il a 10 ans aujourd'hui, 11 ans. On a versé dessus une somme de 40 000 euros. Et aujourd'hui, ce contrat a une valeur liquidative de 50 000 euros. Donc vous avez 10 000 euros de plus-value hein, sur votre contrat. Ces 10 000 euros, finalement, représentent 20%, hein, 20% de la valeur aujourd'hui de votre contrat. Hein, 10 000 euros divisé par 50 000 euros, qui est la valeur aujourd'hui de votre contrat. Eh bien, aujourd'hui, sur votre contrat, vous souhaitez effectuer un retrait partiel. Un retrait partiel, hein, qu'est-ce que c'est hein, c'est vous voulez retirer une partie des sommes, mais vous ne souhaitez pas clôturer votre contrat. Dans ce cas-là, se pose la question de quelle est la base imposable pour ce rachat. Eh bien, la base imposable, hein, comme dans l'exemple numéro 2, hein, c'est finalement, elle dépend de la proportion des gains qui figurent dans votre contrat au jour où vous effectuez votre retrait. En l'occurrence, la base imposable, dans la mesure où dans votre contrat, vous avez l'équivalent de 20% hein, de plus-value, eh bien, la base imposable est de 20% multipliée par le montant du rachat partiel que vous faites de 20 000 euros. La base imposable, en l'occurrence, sera ici de 4 000 euros. C'est là que l'on va voir finalement tout l'intérêt des contrats de plus de 8 ans. Hein, et le premier intérêt, c'est clairement le fait que vous bénéficiez de ce fameux abattement, cet abattement qui est de 4 600 euros par an, hein, donc par année calendaire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année pour un célibataire. Cet abattement qui se monte à 9 200 euros pour des couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune. Eh bien, cet abattement de 4 600 euros, dans le cadre de votre retrait aujourd'hui de 20 000 euros, va vous permettre de n'acquitter aucune fiscalité, hein, puisque le montant de la base imposable, les 4 000 euros, est inférieur au montant annuel de l'abattement qui vous est autorisé. Hein, donc, tout contrat d'assurance vie confondu hein, pour une même année. Donc dans l'hypothèse où vous n'effectuez pas d'autres retraits sur vos assurances vie durant cette année, hein, du 1er janvier au 31 décembre, eh bien vous n'êtes redevable d'aucun prélèvement social. Donc vous payez de prélèvements fiscaux. Donc vous payez 0 € de prélèvements fiscaux. En revanche, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, les prélèvements sociaux s'appliquent néanmoins, et cela s'applique sans abattement, hein, donc il s'applique sur la base imposable avant abattement de 4 000 euros. Vous payez alors 688 € de prélèvements sociaux, soit finalement pour 20 000 euros de rachat partiel demandé sur votre contrat, un montant net qui vous est versé en banque hein, de 19 312 € exactement. Donc ça, c'est un intérêt vraiment important de cet abattement et un intérêt que vous pouvez d'ailleurs utiliser de manière régulière hein, pour peu que vous ayez un contrat de plus de 8 ans. Hein, profitez-en si vous êtes en mesure de reverser sur un contrat sans frais d'entrée, hein, comme les contrats qu'on peut proposer chez placementdirect.fr, bah, n'hésitez pas hein, sur ces contrats de plus de 8 ans, hein, pour peu que vous ayez moins de 70 ans, mais ça on en parlera un petit peu plus tard, n'hésitez pas régulièrement à faire des retraits sur votre contrat d'assurance vie et replacer éventuellement de manière à purger finalement les plus-values d'un point de vue fiscal et ne pas payer inutilement de la fiscalité par la suite. C'est un bon placement pour l'avenir qui ne nécessite que d'une petite opération administrative sur votre contrat chaque année. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel on aime bien revenir régulièrement et sur lequel on considère que c'est une pratique qui a vocation à être encouragée pour ceux qui souhaitent faire des économies à bon compte. Merci Gilles. Je précise uniquement, je ne l'ai pas dit au début, mais tous les exemples ici ne concernent que des contrats d'assurance vie 100% unité de compte. C'est pour la facilité des exemples. Hein. Donc on retient les 17.2 de prélèvements sociaux intégralement lors du rachat. Si on commence à rentrer dans le détail, il y avait des contrats avec en partie du fonds euro où les prélèvements sociaux, on le rappelle, sont retenus au fil de l'eau, donc chaque année, et des unités de compte. Ça complexifiait beaucoup les exemples. Donc là, on part du principe que rien n'a été payé en termes de prélèvements sociaux, tout se fait à la sortie. C'est pour ça que vous avez les 17.2 qui s'appliquent à chaque fois pleinement. Alors,
Passons à la slide suivante maintenant et on va parler donc de la fiscalité au décès parce que vous le savez, l'assurance vie, très avantageuse en cas de retrait, encore plus avantageuse en cas de retrait après 8 ans grâce à l'abattement. Et puis, bien sûr, aussi une fiscalité au décès particulièrement avantageuse. L'assurance vie, c'est un actif, vous le savez, que l'on dit hors succession, c'est-à-dire que vous avez vos actifs de succession, vos comptes bancaires, vos livrets, votre PEA, votre compte titre, etc. Et puis, vous avez l'assurance vie qui est un actif hors succession. L'avantage de cet actif hors succession, c'est que vous pouvez désigner les bénéficiaires de votre choix. Ce ne sont pas forcément vos héritiers, ça peut être tout à fait vos héritiers. Et puis, bien sûr, il y a un traitement fiscal particulier qui est propre à l'assurance vie et qui est très avantageux. Ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui sur l'assurance vie en cas de décès, c'est que la règle fiscale évolue selon que les versements ont été effectués avant l'âge de 70 ans ou après l'âge de 70 ans. Donc ça, c'est l'article 990I avant 70 ans et 757B du CGI après. Bon, ça, c'est si vous voulez rentrer dans les détails. Mais vous avez la synthèse en dessous de la fiscalité avant-après 70 ans. On a même précisé pour des anciens versements qui ont eu lieu après le 13 octobre 98. Là, c'était la belle époque, puisque avant le 13 octobre 98 et avant 70 ans, la fiscalité au décès, il n'y en avait pas. Donc, comme ça, c'était très bien. Aujourd'hui, on va dire que vous êtes plutôt sur la partie droite du tableau. Le cas général, aujourd'hui, c'est plutôt ça. Et donc, il faut bien regarder la date des versements. Avant 70 ans, chaque bénéficiaire profite d'un abattement donc, individuel de 152 500 €, ce qui est très significatif. Et au-dessus de ce seuil de 152 500, c'est un taux forfaitaire qui s'applique et qui est de 20% jusqu'à 852 500 € et de 31,25% au-delà. Après 70 ans, on change complètement, c'est tout à fait autre chose. Là, vous avez un abattement non plus individuel, mais collectif partagé entre tous les bénéficiaires qui est de 30 500 € et les gains générés par votre contrat, par les versements après 70 ans, sont exonérés. Alors, ça ne veut pas dire que l'assurance vie après 70 ans n'est pas avantageuse, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est peut-être de faire le plein au moins des abattements avant 70 ans et de penser après 70 ans d'effectuer un nouveau versement sur un nouveau contrat pour profiter de ce nouvel abattement, parce que les deux abattements sont donc cumulatifs. On vous conseille, on le met à droite, de bien séparer sur deux contrats différents, fiscalité avant et après 70 ans, ça sera quand même beaucoup plus facile à suivre. Mélanger les deux compartiments sur un même contrat, ce n'est pas forcément très, très confortable. Alors, Gilles, je crois que nous avons également là, ici quelques exemples pour bien vous expliquer le fonctionnement de cette fiscalité au décès. Exactement, on vous a préparé donc des exemples de versements avant et après 70 ans. Alors, le cas classique de je verse, on a pris l'exemple de 100 000 € avant mes 70 ans et on prend l'exemple d'un contrat qui a fait des petits durant les années qui ont suivi. Pour atteindre, au jour du décès du souscripteur, la somme rondelette de 150 000 €. Alors, du coup, on illustre à cet effet le tableau précédent en se souvenant qu'il s'agit de versements effectués donc avant 70 ans et qui bénéficient d'un régime extrêmement favorable, le régime de l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Alors là, on a pris un cas potentiellement simple où on n'aurait qu'un seul bénéficiaire, mais finalement l'avantage reste acquis quel que soit le nombre de bénéficiaires. On est donc en dessous, quand on regarde la valorisation du contrat au moment du décès, c'est celle-là qui compte pour les versements effectués avant les 70 ans du souscripteur décédé. On est donc sur une valeur du contrat de 150 000 € qui est donc inférieure au montant de l'abattement, très important, de 152 500 € par bénéficiaire. Et à ce titre-là, du coup, les bénéficiaires ne sont redevables d'aucune fiscalité au sujet de la transmission. Donc ça, c'est un aspect vraiment important. Alors, on va rappeler au passage que les prélèvements sociaux sont dus au moment du décès, dans la plupart des cas. Donc, des prélèvements de 17,2% peuvent être dus sur les plus-values, mais là, on se concentre sur la fiscalité du décès. Et donc, la fiscalité du décès, effectivement, est une fiscalité qui est nulle au moment du décès pour la transmission. Alors, on prend un autre cas, un cas qui semble un peu moins favorable, quelque part. C'est un versement qui a été effectué de 300 000 €. Donc là, on va vous illustrer finalement l'utilisation de l'abattement.
cet abattement de 152 500 €. Donc, on verse 300 000 € sur le contrat avant ses 70 ans et ces 300 000 € deviennent, au jour du décès du souscripteur, 400 000 €. Donc, vous avez 300 000 € de versement et 100 000 € de plus-value. Donc, on prend le cas d'un contrat avec 2 bénéficiaires, hein, donc 2 enfants, par exemple, par parts égales. Donc, chaque bénéficiaire va pouvoir recevoir avant fiscalité 200 000 €. Alors, ces 200 000 €, comment fait-on pour calculer la fiscalité? Eh bien, on va regarder finalement quelle est la part au-delà de l'abattement. Alors, comme c'est un abattement qui s'applique par bénéficiaire, on va commencer par déterminer le capital brut par bénéficiaire qui est 200 000 €. Donc, 152 500 € pour aller jusqu'à 200 000 €. Vous avez 47 500 € hein, qui est la base finalement taxable hein, au titre de la fiscalité. Et le taux qui s'applique sur ce montant taxable est un taux forfaitaire hein, de 20% qui va assez loin, hein, qui va jusqu'à 852 500 € transmis. Donc, dans la plupart des cas, finalement, c'est bien ce taux forfaitaire qui va s'appliquer. Hein. Et donc, ces 20% appliqués à 47 500 € qui sont soumis, hein, qui sont au-delà de l'abattement, vont nous donner une fiscalité due au titre de la transmission de 9 500 €. Alors, on a 2 bénéficiaires, donc ça nous fait donc une fiscalité totale de 19 000 €, hein, soit 4,75% de la somme transmise. Donc vraiment extrêmement intéressant, puisque finalement, on aura réussi à transmettre à chaque bénéficiaire 190 500 €, en totalité 381 000 €. Donc, la part essentielle, hein, la plus grande partie des montants qui auront été économisés hein, et transmis auront pu être transmis avec une fiscalité vraiment légère. Mais qu'en est-il, Henri, des versements effectués après les 70 ans? Alors en effet, Gilles, on a souvent tendance à dire que l'assurance vie après 70 ans n'a plus beaucoup d'intérêt. Ben, c'est une erreur. C'est une erreur, on va le voir, parce que, comme on l'a vu précédemment, il y a un nouvel abattement qui s'applique après 70 ans, qui est certes plus faible et qui se cumule entre tous les bénéficiaires. Donc, c'est un abattement commun de 30 500 €. Toutefois, les intérêts, les gains générés par votre contrat après 70 ans, si vous avez ouvert un nouveau contrat, ce qu'on vous conseille de faire, sont exonérés. Alors, on prend un exemple, c'est l'exemple 3, du coup ici, versement après 70 ans. Vous versez pile poil le montant de l'abattement, 30 500 €. Le contrat a fait des petits et au jour du décès est valorisé 50 000 €. Eh bien, il n'y a pas non plus ici de fiscalité, puisqu'on respecte, on est en ligne avec l'abattement 30 500 € et les gains, donc 19 500 € dans cet exemple, sont totalement exonérés. Donc là, quel que soit le bénéficiaire, les 50 000 € sont exonérés. On le rappelle, hein, le conjoint, depuis la loi TEPA 2007, est toujours exonéré. Donc, quelque part, la fiscalité qu'on vous présente ici au décès concerne des bénéficiaires normalement taxés. Le conjoint est exonéré, que ce soit sur la partie active de succession ou sur la partie assurance vie. Alors, si on prend un exemple maintenant où il y a une fiscalité qui va s'appliquer, on prend l'exemple toujours d'un versement après 70 ans, mais plus important, un versement de 100 000 €. Le contrat est valorisé au décès 150 000 €. Il y a donc 50 000 € de plus-value. Le bénéficiaire, c'est l'enfant unique, par exemple, hein, du souscripteur. La part exonérée, elle est de combien? La part exonérée est donc du montant d'abattement de 30 500 € plus la part de gain générée et réalisée sur le contrat, c'est-à-dire 50 000 €. Donc 30 500 plus 50 000 € est égal à 80 500 €. Ça, c'est la part exonérée. Vous voyez, on est à plus de la moitié hein, du contrat. Et donc, la base taxable, elle, c'est pas compliqué. Il faut faire 100 000 €, le montant du versement, moins l'abattement 30 500. Donc, on arrive à 69 500 €. Si on prend une fiscalité, parce que là, ce qui se passe après 70 ans, on n'a plus un taux forfaitaire. Ce qui va intervenir comme fiscalité, c'est le barème classique des droits de succession, uniquement hein, un barème fiscal, hein, pas civilement, uniquement fiscalement. Donc là, si on retient un taux de 20%, qui est un taux souvent appliqué parce que en ligne directe, le barème de 20% s'applique sur une fourchette très large, entre 15 000 et 500 et quelques mille euros. Donc là, admettons qu'on soit à 20%, eh bien, la base taxable de 69 500 € à 20%, ça donne 13 900 € de fiscalité, ce qui veut dire que le capital transmis net, après 70 ans, est de 136 100 €. Il n'y a donc que 13 900 € sur un capital de 150 000 €. On est à moins de 10%, donc c'est très, très avantageux. Si on n'avait rien fait, si on avait transmis
cette épargne via un livret, via un compte titre ou un PEA, eh bien, l'intégralité des 150 000 euros aurait été soumise à fiscalité au barème des droits de succession. Et si on reste avec le même taux à 20%, eh bien, 150 000 euros fois 20%, ça fait 30 000 euros. Donc, le capital transmis net aurait été de 120 000 euros dans notre exemple et non pas de 136 100 euros. Donc, on voit bien ici tout l'intérêt de l'assurance vie, y compris après 70 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 70 ans pour souscrire un contrat et penser à la transmission, mais quelque part, ce n'est pas parce qu'on a passé le cap des 70 ans que ce n'est plus avantageux, bien au contraire. Très bien, c'est très clair. Merci Henri. On passe aux questions-réponses. On le répète, on en a eu beaucoup. On en a sélectionné 8 ou 9, je ne sais plus. On va essayer d'y répondre au mieux. Et les questions qui n'auront pas été traitées, je vous le rappelle, soit on arrivera à vous répondre pendant la présentation, soit on vous répondra par mail de toute façon dans les prochains jours. Alors Gilles, on débute avec Rémi et Philippe qui avaient 2 questions pour vous. Oui, tout à fait. Donc Rémi et Philippe qui s'interrogent sur la fiscalité de l'assurance vie sur les retraits, qui est un cas assez général finalement, alors qui nous permet d'illustrer du coup de manière un petit peu différente les principes théoriques qu'on a vus précédemment. Alors, quelle est la fiscalité d'une sortie anticipée sur l'assurance vie avant 8 ans? Alors c'est la fiscalité de la flat tax. Donc, il faut partir du principe que c'est une fiscalité qui va taxer uniquement les gains et uniquement au moment du retrait. Et c'est une fiscalité qui s'applique à hauteur de 30% pour les gains, donc 12,8% de fiscalité forfaitaire et 17,2% de fiscalité au titre des prélèvements sociaux. Donc, c'est globalement déjà relativement avantageux, mais on a vu, et c'est pour répondre à Philippe, qu'on a des avantages fiscaux importants à attendre la 8e année du contrat pour effectuer des retraits dans le cadre de l'assurance vie. Alors, deux avantages essentiels pour les retraits faits après le 8e anniversaire du contrat. La première chose, c'est que vous bénéficiez d'un abattement sur les gains, un abattement annuel de 4 600 euros pour un célibataire et 9 200 euros pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune, comme c'est le cas de manière générale. Et par ailleurs, vous bénéficiez d'un taux qui est un taux réduit. La plupart du temps, vous êtes imposé au-delà de cet abattement à hauteur de seulement 7,5% des gains. Alors, un petit peu plus si vous disposez de plus de 150 000 euros en assurance vie au 31 décembre de l'année précédente, sans compter les plus-values. Donc, globalement, une fiscalité sur laquelle vous êtes libre à tout moment, mais vous avez un intérêt certain à attendre la 8e année du contrat pour effectuer des retraits. Vos gains seront alors fiscalisés de manière beaucoup plus douce. Merci Gilles. Alors, une question de Jean, je vais y répondre. Est-ce judicieux de faire des ventes-rachats, des allers-retours quelque part en fin d'année sur ces contrats d'assurance vie? Alors, si je comprends bien ce que veut dire Jean, Gilles en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est une astuce nous, que l'on aime bien chez placementdirect.fr, c'est d'utiliser de façon intelligente cet abattement si vous avez la chance d'avoir un contrat d'assurance vie de plus de 8 ans, qui est en plus-value. Et si vous n'avez pas encore atteint l'âge de 70 ans, parce qu'il peut y avoir des conséquences en matière de transmission qui ne seront pas forcément bénéfique si on fait une opération de retrait-versement, mais purger chaque année les gains de votre contrat d'assurance vie de plus de 8 ans et de replacer, donc y compris si vous n'avez pas besoin des fonds, bien sûr, c'est même tout le principe presque. Vous faites un retrait dans la limite de l'abattement annuel, donc tout dépend après de la quote-part de plus-value de votre contrat, que vous reversez sur un contrat sans frais d'entrée, parce qu'il ne faut pas économiser de la fiscalité pour les perdre en termes de frais de l'autre côté, ça n'a aucun intérêt. Comme ça, vous allez avoir que des versements sur ce nouveau contrat que vous avez alimenté. Et donc, le jour de demain, vous avez besoin de faire un gros retrait. Vous n'aurez quasiment pas de fiscalité à payer en ayant utilisé chaque année de façon intelligente cet abattement. Et ça peut avoir un deuxième intérêt, c'est quelque part de faire un petit peu le point sur ces placements et de regarder peut-être ces anciens contrats qui sont un petit peu moins compétitifs en termes de frais, en termes d'offres financières. Et de se dire, tiens, je vais en profiter aussi pour réallouer peut-être mon épargne vers un contrat un peu plus haut de gamme ou de meilleure qualité. Donc, comme ça, je fais d'une pierre deux coups. J'économise, je purge les plus-values de mon contrat et je réalloue de manière plus efficace mon épargne. Absolument, tout à fait. Question suivante, Gilles, c'est pour vous une question de Christian. Alors, du coup, une question de Christian sur les formalités à accomplir en cas de retrait sur son assurance vie en termes de déclaration d'impôt. Alors, Christian, rassurez-vous,
l'avantage de l'assurance vie, c'est que les assureurs font le travail pour vous. Et c'est eux qui effectuent les déclaratifs, notamment de plus-value, hein, sortie de votre contrat durant l'année. Donc, en pratique, l'application de la flat tax se fait sans aucune déclaration de votre côté, hein. Alors, il existe néanmoins une possibilité sur votre déclaration fiscale de refuser l'application, hein, de la flat tax, hein, du prélèvement forfaitaire classique, et de demander que vos plus-values soient imposées au titre de l'impôt sur le revenu. Voilà, alors c'est quelque chose qui peut éventuellement présenter un intérêt, mais dans des cas qui sont assez rares. Ça va être le cas de retraits qui sont faits sur un contrat d'assurance vie de moins de 8 ans, pour peu que vous soyez très peu taxé sur vos revenus. Donc on va dire sur une tranche marginale d'imposition de 0% ou 11%, et puis sous réserve que les retraits que vous fassiez sur votre contrat d'assurance vie ne vous fassent pas sauter de tranche, hein, et ne vous fassent pas passer sur la tranche marginale de l'impôt sur le revenu à 30%. Donc hormis ce cas très rare, on va dire, hein, et sur lequel il faut regarder avec une attention toute particulière, le cas général, c'est que la fiscalité de l'assurance vie ne nécessite aucune déclaration et aucune option lors de votre déclaration d'impôt. Donc rassurez-vous, pour ce cas-là, c'est très simple. Merci Gilles. Alors une question de Jérémy, l'assurance vie est-elle adaptée pour des revenus complémentaires? En effet, on le voyait au début dans la présentation sur la slide présentée par Gilles Bellois. L'assurance vie est le couteau suisse du patrimoine, et c'est également bien sûr le cas pour disposer de revenus complémentaires, par exemple au moment de la retraite. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir mettre en place en fait des rachats partiels programmés, c'est-à-dire vous allez pouvoir programmer des compléments de revenus. Hein, à partir de votre contrat d'assurance vie, vous déterminez le montant, vous déterminez la fréquence, et donc ça se fait automatiquement. C'est quelque part assez pratique. Et puis bien sûr, idéalement, ce qu'il faut faire, c'est se dire je pense avoir besoin de revenus complémentaires à telle période. J'anticipe au moins de 8 ans, c'est l'idéal, hein. J'anticipe de 8 ans la souscription de mon contrat et l'alimentation de mon contrat d'assurance vie pour disposer au moment du besoin d'un contrat déjà à maturité fiscale, c'est-à-dire qu'il y a plus de 8 ans, pour chaque année, disposer de revenus complémentaires en bénéficiant de ce fameux abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € sur les gains, ce qui fait que la fiscalité pour des revenus complémentaires est très très douce, et c'est très facile à mettre en place, et ça marche très bien. Absolument, tout à fait. Gilles, une question de Nicolas. Une question très intéressante de l'intérêt de souscrire des parts de SCPI, hein, donc des parts de produits immobiliers, hein, dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. Donc, il faut rappeler que les SCPI sont des supports, hein, qui permettent d'investir en général dans des immeubles, hein, ou dans des commerces, hein, sur des biens immobiliers qui ne sont pas aussi aisés, hein, à gérer typiquement que de l'immobilier individuel, hein, pour des particuliers. Donc la SCPI est un véhicule qui permet de passer par un gestionnaire qui va assurer tout le suivi administratif, hein, et puis vous donner accès à des biens immobiliers de taille importante, en vous permettant de souscrire des petits bouts, hein, qui sont des parts de ces sociétés dédiées à l'investissement en immobilier. Alors ces véhicules ont des avantages certains, et ils peuvent être souscrits de deux manières différentes, hein, globalement. Alors vous pouvez les souscrire en direct, donc vous pouvez acheter des parts de SCPI en direct, ce qui vous permet notamment d'emprunter, par exemple, hein, pour investir. Vous pouvez également les souscrire dans le cadre de l'assurance vie. Alors vous avez un intérêt fiscal qui est très important et qui, on va dire, est double. La première chose, c'est la fiscalité, hein, sur les revenus, le taux de fiscalité qui s'applique, hein. Si vous achetez des parts de SCPI en direct, hein, vous allez être taxé chaque année sur les revenus immobiliers qui vous seront versés par ce support, hein, et globalement, vous allez payer chaque année sur ces revenus-là alors les prélèvements sociaux, hein, d'une part, hein, ceux auxquels on ne peut pas échapper, comme je vous le disais tout à l'heure, et également les loyers vont être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu dès la perception de ces loyers.
Alors, si on compare à l'assurance vie, en investissant dans des SCPI au travers d'un contrat d'assurance vie, dans ce cas-là, vous allez bénéficier de la fiscalité de l'assurance vie elle-même, hein. Cette fiscalité qui a un avantage important, c'est une part que vous n'êtes fiscalisé pas au moment où vous recevez les revenus, mais uniquement au moment où vous retirez, hein, de l'argent de votre contrat d'assurance vie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous bénéficiez du taux de fiscalité de l'assurance vie qui est très intéressante d'une part, hein. Donc, et typiquement, si on prend un contrat de plus de 8 ans, vous allez bénéficier de cet abattement annuel, hein, sur les gains dont je vous ai parlé précédemment, également d'un taux très réduit, hein, de 7,5% au-delà des prélèvements sociaux. Donc, vous pouvez finalement comparer votre taux marginal d'impôt sur le revenu, hein, qui peut être de 11, 30, 41 ou 45%, à ce taux de 7,5% que vous appliquez, hein, pour peu que vous ne retiriez pas plus de 4 600 € de gains de votre contrat d'assurance vie, ce qui est important, puisque finalement, chaque fois vous retirez, comme Henri vous l'a expliqué, une partie de gains et puis une partie de versement sur chaque retrait. Donc une fiscalité qui est vraiment extrêmement douce, hein, et puis cela avant de parler de transmission, en plus, sur ces multiples aspects. Donc des avantages qui sont globalement assez nombreux, hein, d'un point de vue purement fiscal, pour investir dans de l'immobilier via des SCPI, dans le cadre de votre contrat d'assurance vie. Et puis aussi, Gilles, d'ailleurs, l'offre de SCPI s'est énormément densifiée, hein. Dans l'assurance vie, il y a 10 ans, on avait peut-être accès à quelques SCPI. Aujourd'hui, le champ des possibles est devenu très très large. Tout à fait, Henri, tout à fait. Alors, une question de Marianne. Au-delà des abattements en cas de décès, quoi faire? Alors, c'est une bonne question, Marianne, en effet, hein. Là, je pense que Marianne nous dit, j'ai déjà peut-être plafonné les 152 500 € avant 70 ans pour mes bénéficiaires. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse au-delà de ce seuil, au-delà de cet abattement? En fait, c'est à la fois simple et à la fois compliqué, hein, parce que bien sûr, il faut regarder d'un côté ce que vous avez comme actif de succession, comparer le taux d'imposition de vos héritiers, qui peuvent être par exemple les mêmes que vos bénéficiaires de contrats d'assurance vie d'un côté, et puis voir après dans l'assurance vie, si vous dépassez 152 500 par exemple, au-delà, on est à 20% jusqu'à 852 500. Donc, bien équilibrer l'actif de succession, l'actif hors succession, c'est-à-dire assurance vie, et essayer de voir s'il y a un écart de tranche entre les deux pour voir s'il faut en mettre un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Moi, j'ai tendance à penser que le taux forfaitaire de 20% en assurance vie sur les patrimoines un petit peu importants est malgré tout avantageux, même s'il commence à peser un petit peu, au moins jusqu'à 852 500. Et puis, bien sûr, Marianne, après 70 ans, on l'a vu, hein, ne pas sous-estimer l'assurance vie puisqu'il y a un nouvel abattement. Il y a également une exonération des gains. Donc ça, il ne faut pas s'arrêter à l'assurance vie à 70 ans. Il faut, quoi qu'il en soit, si votre patrimoine le permet, si votre stratégie patrimoniale le demande, disposer d'un nouveau contrat alimenté après 70 ans, au moins pour profiter de cette exonération des gains et du nouvel abattement de 30 500 € qui se cumule avec les anciens. Exactement. Je vois que nous avons une dernière question sur la fiscalité de l'assurance vie, qui est la question de Marie-Amélie. Exactement. Et qui nous dit, finalement, c'est très bien la fiscalité de l'assurance vie, 152 500 €, mais est-ce que je peux transmettre plusieurs assurances vie d'un montant de 152 500 €? Alors, du coup, le sujet est finalement de savoir si l'abattement de 152 500 € s'applique par contrat d'assurance vie et par bénéficiaire ou par bénéficiaire. Voilà, on va essayer de clarifier un petit peu ça. Donc effectivement, là, on est dans le cadre de versements effectués avant les 70 ans de l'assuré, hein, et la fiscalité de l'assurance vie vous offre un abattement de 152 500 € que l'on dit par bénéficiaire. C'est la formule classique. Alors, on va du coup zoomer un peu plus pour Marie-Amélie. En fait, il s'agit de 152 500 € par couple souscripteur-bénéficiaire. Voilà, donc ce qui veut dire que quelque part, si vous avez l'idée de souscrire 2 contrats d'assurance vie de 152 500 € pour un même bénéficiaire, le jour de votre décès, Marie-Amélie, qu'importe le nombre de contrats, c'est bien la somme totale transmise à l'occasion
de votre décès via l'assurance vie qui va être prise en considération par le fisc. Donc, vous n'avez pas d'intérêt à souscrire plusieurs contrats sur votre tête au bénéfice d'un même bénéficiaire. Le fisc, du coup, rattrapera la fiscalité au moment de la succession. Donc inutile d'aller sur cette route. Merci Gilles. Ah ben non, c'était l'avant-dernière. Gilles, il y a encore une question d'Angèle, une question à laquelle je vais répondre. En cas de décès, les plus-values rentrent-elles dans le calcul des droits de succession? Alors, bon, on l'a vu, hein, ce que l'on regarde, c'est avant-après 70 ans. Avant 70 ans, on va regarder la valorisation du contrat au moment du décès et on va appliquer les abattements, donc 250, 2500 euros, plus au-delà un taux forfaitaire. Mais quelle que soit la quote-part de versement de plus-value sur ce contrat-là, c'est la valorisation du contrat au moment du décès qui va être regardée et sur laquelle on va appliquer les abattements et le taux forfaitaire. Après 70 ans, on a bien vu que fiscalement, les intérêts étaient exonérés. Donc là, on va appliquer l'abattement global de 30 500 euros, toute la plus-value qui a été générée, quel que soit le montant effectué après 70 ans, hein, que ce soit 30 000 euros de versement ou 200 000 euros de versement, ce qui pourra potentiellement générer beaucoup plus de plus-value automatiquement puisque la base est plus large. Mais tous les gains seront exonérés fiscalement de droits de succession, parce que là, c'est le barème de droits de succession qui s'applique après 70 ans. Donc, voilà, c'est au cas par cas, mais après 70 ans, en effet, il y a une exonération des plus-values avant d'appliquer la fiscalité. Je crois, et voilà, je crois bien que c'était la dernière question. Merci à tous de nous avoir suivis. Gilles, merci beaucoup d'avoir été présent, d'avoir répondu à ces nombreuses questions. Nous serons amenés à nous retrouver très certainement prochainement. On a plein de sujets. N'hésitez pas à nous proposer des sujets, des questions qui vous interpellent ou des choses que vous n'avez pas forcément bien compris. On se fera un plaisir, nous, de repréparer des webinaires prochainement pour répondre à toutes vos questions. Vous pourrez également retrouver cette présentation en replay. On vous l'enverra d'ailleurs par mail très rapidement. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Gilles. Merci Henri, merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.